C'est vraiment un nouveau monde qui s'est instauré rapidement, quoi. Les Français parlent aux Français. Cette semaine, Stéphane, installé en Nouvelle-Calédonie et qui a subi un effondrement soudain de son quotidien, nous livre un témoignage brut et empreint d'émotion. Vous êtes survivaliste ou prépeur et souhaitez témoigner vous aussi. Envoyez un email à brefleffondrement@gmail.com. Vous serez rapidement recontacté. La parole est à vous. Bonjour, bref, l'effondrement, et félicitations pour ta chaîne, pour le travail que tu fais. L'information, c'est important. Donc, je m'appelle Stéphane, ça fait 30 ans que je vis en Nouvelle-Calédonie. J'ai une bonne 50aine d'années et j'habite dans le sud de Nouméa, c'est dans le Mont-d'Or Sud précisément. J'ai investi ici aussi bien de façon émotionnelle, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et puis professionnel aussi, j'ai monté une société. Aujourd'hui, j'assiste avec grande tristesse à cet affaissement de la société calédonienne. Alors aujourd'hui, la situation actuelle, au bout de 3 semaines et demie d'émeutes, est relativement plus calme sur le nord de Nouméa et certains quartiers nord de Nouméa, parce que les forces de l'ordre ont repris un peu du terrain. Les barrages sont souvent remis par derrière. On estime qu'il y a à peu près 5000 voitures qui ont été brûlées, sans compter les camions, les engins de chantier et compagnie. Et c'est un peu le jeu du chat et de la souris dans certains quartiers, mais c'est un petit peu plus calme que ce que ça n'a été dans le nord de Nouméa. Et dans certaines agglomérations comme Dombéa, Païta. Au niveau du Mont-d'Or Sud, c'est encore bloqué. Il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Saint-Louis qui bloque la seule route qui va dans le sud. Les gens qui veulent aller travailler à Nouméa sont obligés de passer par une navette maritime qui a été installée par la province sud. Donc c'est des heures de queue le matin pour aller prendre la navette. Alors après, au niveau de l'approvisionnement, les magasins ont été pris d'assaut à leur réouverture, ceux qui n'ont pas brûlé. Il y a une très grosse difficulté pour se fournir en aliments de première nécessité, c'est-à-dire le pain, il n'y en a plus, la farine, il n'y en a plus, le riz, les pâtes, tout ça, les rayons ont été complètement vidés. Lorsque les événements se sont déclenchés, en fait, ça s'est passé principalement dans la nuit du 12 au 13 mai, un dimanche soir. Tout le monde était chez soi. Personnellement, j'ai vu et entendu les attroupements de plusieurs personnes qui étaient dans une sorte de furie collective et qui se mettaient à brûler en fait un petit peu tout ce qu'elles avaient sous la main et tout ce qu'elles pouvaient attaquer. Il y a eu dans cette nuit-là énormément de pillages de magasins et énormément d'incendies. On estime à peu près à 300 sociétés qui ont fini en cendres carrément. Alors après cette nuit et puis les 2-3 premiers jours, il y a une sorte de moment de sidération. Tout le monde reste évidemment cloîtré chez soi et observe ce qui se passe autour en essayant de protéger sa famille. Tu restes chez toi, tu regardes et puis tu essaies de prendre des nouvelles avec les réseaux sociaux, avec les informations, la télé, tout ce que tu peux. Plusieurs jours après, tu commences à te réunir avec quelques voisins, faire des petits réseaux pour que chacun se soutienne mentalement et puis éventuellement apporte aux personnes les plus vulnérables de quoi manger ou un soutien de surveillance. Ça se résume principalement à ça et essayer de s'informer. On ne peut pas se sentir en sécurité dans son domicile dans ces conditions parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va exploser, où est-ce que les émeutiers vont aller. J'ai de quoi me défendre, mais c'est une solution qui est toujours ultime en cas d'invasion de la maison. On va pas aller jouer au cow-boy dehors, c'est pas du tout l'idée. Il y a beaucoup de quartiers qui sont barricadés maintenant, effectivement. Les voisins se réunissent et puis essaient de bloquer les rues, les accès des quartiers pour éviter que les émeutiers ne rentrent profondément dans ces quartiers-là. Le supermarché a été sauvé par des bénévoles qui se relaient toujours la nuit et le jour, 24 heures sur 24. Les barrages se font avec les moyens du bord. Ça peut être une carcasse de voiture, ça peut être une machine à laver, ça peut être des troncs d'arbres. C'est tout ce qui passe. En une semaine, à peu près, il y a une organisation qui se crée. En quelques jours, c'est des gens qui sont les plus préparés, qui se relaient, et puis après, il y a d'autres personnes qui arrivent. Je ne sais pas si je peux dire que je suis un survivaliste ou un prépeur, mais je m'intéresse beaucoup à la question depuis des années. Et franchement, je suis très heureux de m'y être intéressé, même si pendant très longtemps, j'ai eu un peu l'impression d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de Cassandre, c'est-à-dire qu'on essaie d'alerter les gens, on essaie de les prévenir, leur dire, vous savez, la stabilité de la société actuelle, elle tient pas à grand-chose, elle tient à un fil, et ça peut très bien s'effondrer. Ça se passe dans de nombreux pays. J'ai appris à faire un petit potager, j'ai appris à faire un poulailler, à avoir des poules, à pousser mes légumes. Personnellement, j'ai pas subi de manque de nourriture encore parce que j'ai du stock et puis j'ai réussi à aller faire 2-3 provisions. Pour l'instant, je n'en souffre pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont plus isolées et qui, effectivement, commencent à se poser des questions pour savoir comment ils vont manger le lendemain ou comment ils vont donner à manger à leurs enfants.
Le distributeur a été vidé dès les premiers jours, donc l'argent liquide ne circule presque plus. Il y a un système de troc qui s'installe, puis il y a des producteurs locaux qui donnent aussi beaucoup de surplus ou de choses qu'ils n'arrivent pas à envoyer sur Nouméa avant que ça périsse. Donc il y a une entraide qui est effective, heureusement. On tient, c'est au jour le jour, hein. On a du mal à se projeter sur l'avenir surtout. Personnellement, je connais 3 personnes, 4 même, qui ont perdu complètement leur société. Ça a été brûlé, alors en plus parfois les gens s'aperçoivent que les murs ne sont pas assurés, donc c'est la double peine. Forcément, ils doivent aussi licencier leurs employés. On parle de plus de 5000 personnes directes à l'heure actuelle, et sans compter les personnes qui vont être licenciées par la suite parce que telle société ou telle autre n'arrive plus à fournir, on n'a plus assez de clients. Il va y avoir encore une autre vague massive de licenciements. J'ai voulu témoigner pour informer les gens en métropole. Je ne vais pas entrer dans le débat politique, mais informer par rapport au risque d'affaissement ou d'effondrement de société ou peut-être même de civilisation. Je pense que c'est excessivement important de ne pas se voiler la face. S'il y a un conseil que je peux donner, c'est surtout de bien réfléchir à ce qui se passe, prendre du temps pour s'informer, c'est important. Ne pas croire les médias forcément et ne pas croire que le gouvernement, les gouvernements, quels qu'ils soient, veuillent notre bien à tous. La politique de l'autruche, en cas d'effondrement, est la pire des choses. Il faut vraiment informer, il faut vraiment se tenir au courant et pas se voiler la face. Donc voilà, j'ai voulu témoigner pour ça et puis pour que les gens se préparent. Donc une fois que tu es informé, tu te mets dans l'action. Je remercie mes années de préparation parce que ça aide énormément. Ça aide énormément au niveau du matériel, du physique, mais également aussi du mental, voire du spirituel. Il faut être bien blindé dans sa tête, savoir que ça existe, savoir que en quelques jours, vous ne pouvez plus traverser la rue quasiment parce que vous risquez de prendre des mauvais coups. Envisager l'avenir aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a une fracture qui s'est créée dans cette Nouvelle-Calédonie qu'on aime tous, qui est un pays magnifique, qui est vraiment un pays extraordinaire, mais là, il y a une fracture qui s'est clairement créée et ça va être très compliqué de reconstruire. Ça va être à chacun de faire un effort pour pouvoir regarder l'autre en face sans avoir peur, sans avoir de haine, parce que là, il y a énormément de haine qui s'est déversée sur le Caillou, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'au niveau matériel, ce qui va se passer, malheureusement aussi, j'ai une idée là-dessus, c'est que la France ou l'Europe ou je ne sais qui, les banquiers vont venir prêter de l'argent. On parle de 4 milliards d'euros de dégâts. Ça, ce sont des dégâts directs, mais il faut bien comprendre quand quelqu'un perd son travail, il arrête le loyer, il arrête l'alimentation, donc la consommation s'effondre. L'immobilier va s'effondrer aussi. Il y a des grosses puissances financières qui vont venir prêter de l'argent. Elles vont pas le donner. Il faut pas être naïf là-dessus non plus. Elles vont le prêter et puis ce que je pense, c'est que d'ici quelques temps, ils vont dire maintenant faut rembourser et puis que la Calédonie ne pourra pas rembourser. Je pense qu'à ce moment-là, ils vont faire un peu comme en Grèce ou comme ils font en Ukraine actuellement, c'est-à-dire qu'ils vont dire cette usine-là, elle est à nous, ces mines-là sont à nous, cet îlot, il est à nous. C'est un énorme hold-up, je pense, qui est en train de se passer actuellement sur la Calédonie. Malheureusement, les émeutiers qui veulent qu'on bloque le dégel du corps électoral, qui, je le rappelle, était déjà inscrit dans l'accord de Nouméa il y a 25 ans. C'était clairement inscrit dans l'accord de Nouméa que le corps électoral serait bloqué pour 10 ans. Donc c'est un corps électoral glissant qui était prévu dès le départ. Et c'est Jacques Chirac qui a modifié ça avec un compromis qu'il a fait avec le FLNKS, sans l'accord des loyalistes. Donc on se retrouve piégé par plusieurs erreurs politiques. De toute façon, quel que soit le bord, il y a eu des erreurs politiques. Mais je pense que malheureusement, il y a des puissances qui tirent les ficelles et qui vont faire en sorte qu'elles vont récupérer beaucoup de choses ici. C'est les 3e réserve de nickel du monde et la zone maritime fait 3 fois la taille de la France. C'est 1,7 million de kilomètres carrés, c'est gigantesque. Et donc ça utilise beaucoup d'appétit. Ce sont des bagarres internationales qui se finissent en bagarres locales ici et le peuple est sacrifié comme souvent. Et les enfants, je voudrais dire un mot sur les enfants parce que les enfants sont manipulés. Sur les barrages, on voit beaucoup de jeunes, voire de très jeunes, beaucoup de mineurs qui sont cagoulés, qui ont des machettes dans la main et qui sont très fortement alcoolisés. Beaucoup de magasins d'alcool ont été pillés et je n'ai pas de preuves sur ce que je vais annoncer, mais il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Qui disent qu'il y a des petites pilules qui sont distribuées aussi aux jeunes. Je ne sais pas ce que c'est comme drogue, mais a priori, ça les excite, voire ça les rend un peu fous, quoi. Je voudrais dire un mot sur cette jeunesse. Cette jeunesse, si elle peut m'entendre, si elle peut m'écouter, méfiez-vous des manipulations, méfiez-vous des lendemains qui vont déchanter, parce que c'est vous qui serez sacrifiés les premiers aussi.
Je voudrais que les gens qui nous écoutent prennent bien conscience, ceux qui ne sont pas conscients pour l'instant de ça, que l'effondrement peut arriver très très rapidement. En fait, malgré ma préparation, malgré mes connaissances, j'ai quand même été très très surpris par la vitesse à laquelle ça arrive. Par la vitesse à laquelle 10 000 personnes, 10 000 émeutiers peuvent bloquer complètement une île qui possède 250 ou 260 000 habitants. C'est une minorité qui peut bloquer toute une société très rapidement, en 2-3 jours. Et c'est ça qui est vraiment surprenant. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés chez eux et qui rentrent jour après jour en dépression parce qu'ils n'ont pas de quoi s'occuper ou parce que leur quotidien est complètement chamboulé, ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas aller faire leurs activités. Donc prévoir des livres, prévoir de quoi faire de la création. La création est très porteuse de bien-être, que ce soit de la lecture, de l'écriture, de la peinture, son potager, son jardin. Si on a des enfants, eh bien, il faut avoir les nerfs solides aussi, parce qu'il faut non seulement être solide pour soi, mais évidemment solide pour ses enfants. Le fil sur lequel on marche avec difficulté, c'est-à-dire savoir entre ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire aux enfants. Pas trop les inquiéter, mais quand même ne pas leur mentir complètement, les tenir informés. Et évidemment, avoir des bonnes relations, les meilleures possibles avec ses voisins. Commencer dès que possible à prendre les numéros de téléphone des voisins et puis monter des petits groupes, voir qui est dans cette mouvance-là de prepper, prepping. Et avant que le dégât n'arrive, commencer à se préparer. Pour conclure, je vais essayer de donner un message d'espoir. L'être humain est quelqu'un qui a rebondi dans toute l'histoire de son humanité, malgré les guerres, les maladies, etc. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont dans la tristesse, le désespoir, qu'ils gardent l'espoir surtout. Les périodes difficiles ne durent pas trop longtemps. Par contre, les gens qui sont préparés, qui sont durs mentalement, eux, ils résistent mieux. Donc, gardez espoir. Et puis, pour toute la jeunesse mélanésienne, kanak qui peut nous écouter, c'est un message de paix et un message de respect que je voudrais transmettre aussi en finale. La terre est à tous ceux qui veulent bien y mettre son travail et son amour.